Bonjour, aujourd'hui j'aimerais faire mon bilan culturel de janvier et de février 2025 et je vais commencer directement avec les films que j'ai vus. Alors, je ne suis pas allée au cinéma donc je n'ai pas vu de films récents et les films récents entre guillemets que j'ai vus, je ne les ai pas terminés parce qu'avec mon compagnon on regarde souvent des films le soir sur notre ordinateur, mais mon compagnon il aime bien commencer des films et puis au bout d'un moment quand il en a marre il arrête. Et j'ai pas pris le temps de, continuer ces films-là qu'on a arrêtés ensemble et de les finir. Donc je ne peux pas en parler encore, mais je vais peut-être le faire dans les semaines à venir. Terminer ces films qui ont été commencés, ils sont nombreux. Bon bref, donc on a terminé, 3 films. Peut-être qu'on en a terminé plus, mais il y en a 3 qui m'ont particulièrement marquée. C'est des vieux films. D'abord, Gandhi de 1982. Qui suit donc la vie de Gandhi à partir du moment où il fait ses premières actions non violentes, notamment en Afrique du Sud. Je ne savais même pas qu'il avait été en Afrique du Sud, enfin pour vous dire mon ignorance complète sur la vie de Gandhi. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est moins la réalisation du film que la vie extraordinaire de Gandhi, qui a, qui a vraiment un caractère assez christique, je trouve. Et puis, sa vie, en fait, elle apporte une nouvelle conception, je trouve, une nouvelle, peut-être même esthétique, de ce qu'on pourrait appeler l'épique, l'épopée. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'épique dans sa vie, il y a des événements, des choses qui viennent transformer l'ordre du monde. Sa vie, lui aussi, il y a une profonde transformation de son existence, donc on a vraiment l'impression de voir en fait un héros de légende en train de se faire. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment de légendaire, de mythologique quasiment, enfin, vous voyez, quelque chose de proche du mythe dans l'existence de Gandhi. Bon après cela dit, je ne connais pas bien cette figure historique. Donc si ça se trouve, c'est vraiment la réalisation du film qui fait que qui m'a donné cette impression-là, parce que le film est fait pour nous donner cette impression-là. Peut-être que si j'en savais plus sur la vie de Gandhi, je serais peut-être plus, comment dire, réservée. C'est possible. Cela dit, je pense quand même que dans les grandes lignes, la vie de Gandhi, elle a quand même ce caractère mythique à l'intérieur d'elle-même. Et puis, donc je disais une autre version de l'épopée parce que, certes, on assiste à des faits de violence, il a subi de la violence, la population indienne a subi de la violence, et on voit des actes de massacre très très graves, de répression terrible dans le film qui sont assez éprouvantes à voir. Euh, mais comme ce sont des actes de résistance non violente, ça propose une autre vision, une autre conception euh, du combat, de la force et surtout de la puissance. Et si j'ose utiliser ce terme-là, j'oserais dire qu'il y a vraiment quelque chose d'inspirant derrière cette représentation qui nous est donnée de la puissance. Ensuite, deuxième film que j'ai vu, c'était Les Lumières de la ville de 1931 de Charlie Chaplin, que j'ai vu avec mes élèves parce qu'on participe avec mes élèves à lycéens et apprentis au cinéma. C'est un dispositif qui permet aux élèves d'aller 3 fois au cinéma avec des films selon une sélection de films et à partir de laquelle j'ai choisi 3 films avec mes collègues. Et, euh, et donc, on est allé voir Les Lumières de la ville de Charlie Chaplin. Moi, j'ai vraiment très envie que mes élèves voient ce film parce que je considère que c'est important que l'école leur apporte une certaine culture traditionnelle, patrimoniale, voilà, qu'ils n'auront pas par ailleurs ou qu'on leur donne pas par ailleurs. Et donc, voilà, Les Lumières de la ville, Charlie Chaplin, quand même, il me semble quand même important. Enfin, important. Voilà, si mon but c'est de leur donner accès à une certaine culture patrimoniale et donc il fallait voir Les Lumières de la ville de Charlie Chaplin. Alors bien sûr, beaucoup d'entre eux sont passés complètement à côté du film, ce que je peux comprendre parce que euh, je sais pas, mais j'ai l'impression que pas mal de comédies, surtout de comédies
très travaillé, très soutenu. Il faut avoir les codes et il faut avoir surtout des codes esthétiques, quasiment un contexte historique de la manière dont on composait des films pour pouvoir les apprécier, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les aborder. Parce que oui, ils vont nous faire beaucoup moins rire. Et bon, en plus, ce film-là, Les Lumières de la Ville, déjà, à son époque, il est un peu en décalage parce que c'est un film en noir et blanc. Bon, à l'époque, un film en noir et blanc normal. Mais surtout, c'est un film muet à une époque où, en fait, les films ne sont plus muets déjà. Donc, il y a un parti pris en plus dans ce film-là qui le rend encore plus lointain. Alors, ce qui était très drôle, c'est que mes élèves trouvaient ridicule des passages qui étaient volontairement ridicules pour nous faire rire. Mais mes élèves riaient du réalisateur, donc riaient de Charlie Chaplin, au lieu de rire de l'histoire. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y avait une forme de décalage, parce qu'ils ne se rendaient pas compte qu'en fait c'était fait exprès. C'était fait exprès pour être drôle. Et c'était tellement éloigné d'eux qu'ils avaient l'impression que c'était ridicule parce que c'était mal fait, parce que c'était mal joué, parce que c'était cringe, vous voyez. Donc, et c'était assez drôle de voir ça, de voir cette distance. Mais pourtant, il trouvait ridicule vraiment au moment où, oui, Charlie Chaplin voulait qu'on trouve ça drôle et ridicule, euh, mais il riait pas avec Charlie Chaplin, il riait contre Charlie Chaplin. C'est assez intéressant, je trouve. Bon, ouais, moi, il y a des passages que je trouve vraiment admirables dans Les Lumières de la Ville, notamment le passage de la boxe, où il y a vraiment une chorégraphie des corps ici dans l'espace et un rythme comique qui est vraiment bien trouvé. J'aime beaucoup cette idée de répétition avec des variations. Je trouve ça très fort, très bien trouvé. Et puis, bien sûr, il y a toute cette relation. Alors moi, je suis moins sensible avec la relation avec la fleuriste, la dame aux fleurs, la jeune femme aux fleurs. Moi, ce qui me touche et m'interroge et me questionne, c'est cette relation plutôt avec le bourgeois, que je trouve ça très fameux d'avoir trouvé en fait ce revirement de relations et de personnalité à chaque fois que le bourgeois est complètement bourré. Et là, Charlot devient son meilleur ami, un peu comme si l'alcool le faisait revenir humain. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose ici de très bien trouvé, je trouve. Et très intéressant et qu'il faudrait aller creuser. Et puis le troisième film que j'ai vu récemment, c'est 12 hommes en colère de 1957. Film que j'avais déjà vu quand j'avais 15-16 ans. Puisque moi aussi, mes professeurs m'amenaient au cinéma pour voir des films patrimoniaux. Et j'avais peu de souvenirs, mais je pense que c'est parce que ce qui m'avait manqué à l'époque, c'est déjà la maturité pour me rendre compte de la profondeur philosophique de ce film. Mais aussi parce que je pense que mes professeurs à l'époque n'avaient pas forcément fait une forme de retour critique. Et donc j'étais passée à côté de plein de choses. Là, de le revoir, je le trouve... en fait, plus j'y réfléchis, plus je le trouve marquant. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce film, c'est toute la réflexion qu'il y a autour de termes qui nous semblent d'être de l'ordre de l'évidence, autour de la justice, autour de la présomption d'innocence. Et je pense que c'est des termes des concepts qui sont très complexes finalement. Et on ne se rend pas compte de ce que ça implique. Qu'est-ce que ça implique, la présomption d'innocence? Ça implique qu'on doit prouver que la personne est coupable. Et qu'est-ce que ça implique de prouver que la personne est coupable? Ça implique en fait que si on... c'est ce qui revient très souvent dans le film, c'est d'avoir... Alors parce que je l'ai vu en anglais, donc est-ce que je vais retrouver le terme qu'ils emploient? C'est un doute suffisant, voilà. Ils ont un doute suffisant pour ne pas pouvoir le déclarer coupable. Et je trouve ça vraiment très fort de voir les choses de cette manière-là. Et puis, ce qui est très beau aussi, c'est qu'on assiste pendant 1 heure et demie à une sorte de transformation, d'éveil des consciences, à la fois de complexification de la pensée,
où on a des personnes qui partent d'un préjugé, alors c'est plus qu'un préjugé, même c'est une conviction que la personne est coupable. Ils ont quelques raisons rationnelles pour le croire, plus ou moins rationnelles, mais on va avoir une véritable complexification grâce aux échanges, grâce aux questions qui sont posées, à la position des uns et des autres, qui va mener vraiment à une sorte de précision et de meilleure compréhension de ce qui est en jeu, euh, de la place, par exemple, des témoignages, euh, de la place des préjugés. Et donc, petit à petit, comme ça, pendant 1 heure et demie, on va décortiquer ce qui peut constituer, ce qui ne doit pas constituer une conviction. Et en plus, ce décortiquage est même représenté par les corps dans l'espace, par les visages. Donc on pourrait croire que c'est un film qui repose essentiellement sur les dialogues, mais en fait, je trouve qu'il y a vraiment une mise en scène, alors qu'on est vraiment dans un huis clos complet, dans une petite salle. Alors parfois, ils vont dans une deuxième salle, dans la salle de bain, mais vraiment, enfin, rien à voir avec le fait d'avoir potentiellement plusieurs espaces. Là, ils ont un espace très restreint. Et pourtant, on voit les dynamiques. En fait, on pourrait même ici avoir l'impression qu'on a une dynamique dialogique qu'on peut tous vivre à l'intérieur de nous-mêmes. Comme si on avait 12 parts de nous qui entraient en dialogue, en conflit, pour arriver à une conviction unanime. Je trouvais ça aussi très beau, cette idée que on n'a pas le choix, il faut prendre une décision unanime, tout le monde doit être d'accord pour faire ce choix-là. Je trouvais qu'il y avait ici une sorte de dramaturgie psychologique très belle, qu'on peut vivre même à l'intérieur de nous. Puis alors bien sûr, je pense que ce film il peut être très bien pour se poser la question de la peine de mort. Alors, ça c'était les 3 films que j'ai vus. J'ai vu aussi un documentaire qui est en 4 épisodes, un documentaire Arte qui est L'armée des romantiques. Un documentaire qui est en fait constitué par des dessins, c'est de l'animation, très beau d'ailleurs. Et ensuite, on suit en fait les personnalités importantes du romantisme, comme Hugo, comme Alexandre Dumas, comme Delacroix, etc. Et on les suit dans cette... je ne sais plus de quelle date à quelle date, mais c'est deuxième moitié du 19e siècle. Et j'ai trouvé que la réalisation était très réussie. À la fois parce que les images sont extrêmement belles, elles reprennent des motifs qu'on peut retrouver dans les œuvres romantiques. Donc l'animation est faite en dessin et donc c'est très beau, c'est très immersif. En plus, souvent il y a des entrées dans les imaginaires des personnages historiques et parfois des images, des vraies peintures de l'époque qui sont ajoutés aux éléments de l'animation. Et donc, il y a toute une sorte d'atmosphère qui est créée par l'animation. Je trouvais ça vraiment très beau. Et puis, l'écriture du texte aussi est assez magistrale parce qu'on a vraiment une sorte... C'est bien trouvé, l'Armée des romantiques. On a vraiment l'épopée de cette époque-là à travers les figures montantes du romantisme comme Victor Hugo. Et ils sont vraiment... j'ai l'impression que c'est les stars, voilà, on suit les stars du moment. Et voilà, comme on aime suivre telle star et la vie de telle star, là c'est la même chose. Ça repose sur les mêmes principes, mais ça marche très bien. Et j'ai trouvé ça très astucieux de donner à voir une époque de cette manière-là, par son champ artistique,
par les personnes qui constituent ce champ-là et par leur existence et par vraiment le contexte historique, les amitiés, les motivations des uns et des autres. Je pense que ça permet de mieux comprendre ce qui est au fondement même d'un mouvement littéraire ou d'un mouvement artistique de cette époque-là, et de comprendre aussi l'importance de ce 19e siècle dans notre culture encore aujourd'hui. C'est pas pour rien. Et, et oui, effectivement, il peut manquer des choses. Par exemple, il y a peu d'éléments peut-être esthétiques et de définition de ce que c'est le romantisme, des motifs du romantisme, de la philosophie derrière le romantisme, ou alors même il y a très peu de choses sur le réalisme, on ne voit pas du tout la figure de Zola. Donc oui, il y a des manques pour vraiment comprendre cette époque en profondeur et pouvoir comprendre les œuvres de cette époque. Mais je trouve que c'est une vision d'un mouvement littéraire qu'on a peu. C'est vraiment cette vision très historique et quasiment épique d'un mouvement littéraire, d'un mouvement artistique qui manque. Et donc en ça, c'est assez magistral, et je vous recommande vraiment d'aller voir ces 4 épisodes, d'aller voir au moins le premier, parce que le premier, je pense, est le meilleur selon moi. Le premier et le deuxième, les 2 derniers sont un petit peu moins entraînants, peut-être parce que les personnages eux-mêmes deviennent sans bourgeoises. Peut-être que ça rend le discours moins épique, probablement. Mais voilà, je vous encourage à aller voir ça. Je suis allée voir aussi des spectacles, deux notamment, du théâtre. Je vais voir le Songe d'une nuit d'été par le metteur en scène Emmanuel de Marcy-Motta au Théâtre de la Ville. Et c'était vraiment une mise en scène extraordinaire. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette mise en scène. Je connais bien le Songe d'une nuit d'été, je l'ai étudié dans mon cours d'anglais à la fac, et je l'ai lu avec mes élèves. Enfin voilà, c'est une pièce que je connais bien. Et je me demandais comment il allait réaliser ce fait qu'on se plonge dans cette forêt fantastique où il y a des fées, j'allais dire des lutins, mais surtout des fées. Et vraiment cette plongée dans le mystère de la forêt et cette liberté qu'elle donne à la pièce, au ton de la pièce d'origine de Shakespeare, est très vraiment bien retranscrite par la mise en scène, ce qui n'est pas évident. Moi, je trouve que souvent les mises en scène, elles sont soit trop symboliques, soit pas assez ambitieuses. Et là, il y avait vraiment quelque chose d'ambitieux à faire jouer justement ce côté très onirique de la pièce, avec notamment des effets de lumière, des effets d'ombre, des effets d'écran, où on voit les choses mais on les voit de manière déformée. Les costumes aussi très colorés, avec des paillettes, enfin il y avait quelque chose ici. Et puis des trappes dans le sol, et même le jeu des acteurs, qui jouent les personnages qui ne sont pas des personnages féeriques, comme Hermia, etc., Démétrius, même eux, ils jouaient de manière très théâtrale, de manière assez excentrique. Et au début, ça m'a un petit peu rebutée. Je me suis dit, oula, qu'est-ce que je vais voir? Et en fait, je trouve que ça ajoute justement à ce côté un peu plus grand que nature, à ce côté vraiment d'entrer dans le rêve. Ça m'a vraiment permis de plonger, et puis j'étais assez émerveillée, oui, comme une enfant. J'ai vu aussi Nos âmes se reconnaîtront-elles de Simon Abkarian, qui était à la fois le metteur en scène, le dramaturge et l'un des comédiens principaux. Bon, ils sont 2 sur scène. Donc au Théâtre des Amandiers en janvier. Oui, je crois que je l'ai vue en janvier, celle-là. Alors, ici,
Donc c'est une création de Simon Abkarian et je l'ai vu avec mes élèves parce que le Théâtre des Amandiers nous proposait d'aller voir 3 pièces pour un... Enfin bon, bref. Et c'était un choix audacieux de ma part, je pense, que de les amener voir cette pièce. Déjà parce que ça reprend donc un sujet mythologique, donc on est après la guerre de Troie. Ménélas retrouve, comment elle s'appelle maintenant, Hélène. Et bon, voilà. Il se retrouve après tout ce drame. Et il y a de la musique sur scène. Musique, alors vraiment l'intégration de la musique et la pièce, et la musique elle-même et le chant, c'était vraiment magnifique. Quelque chose de très oriental, très méditerranéen, qui fonctionnait très bien et qui donnait une atmosphère très forte à la pièce. Et en ça, c'était vraiment très beau. Après, moi, le texte, je l'ai trouvé très prétentieux, très verbeux. Enfin, je sais pas, ouais. Moi, j'aurais préféré quelque chose de plus simple et de plus poétique parce que je trouvais que ça jouait un peu sur plusieurs tableaux, mais que ça jouait mal sur plusieurs tableaux. Enfin, que ça avait pas les moyens de sa prétention. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais quand les choses n'ont pas les moyens de leur ambition, il y a un décalage. Enfin, ça tombe un peu à plat. J'aime pas du tout. Je trouvais que la manière de jouer, ça manquait de respiration, de silence. Et ça jouait très vite, ça parlait très vite. Et donc, je sais pas, il y avait quelque chose ici qui me dérangeait. Par contre, la femme qui jouait Hélène était incroyable. Je pense que d'ailleurs, Simon Abkarian, à côté d'elle, faisait pas le figure, alors que bon, c'est quand même un bon acteur, mais elle prenait vraiment toute la place. Elle était une incroyable sensualité et vraiment on y croyait à son jeu, beaucoup moins à celui de Simon Abkarian. Et puis je sais pas, c'était à la fois, il y avait des ambitions à la fois très littéraires si j'ose dire, voilà, avec mille et une références aux différents textes originaux de la mythologie, enfin bon, pourquoi pas, mais je trouve ça un peu pédant, personnellement. En plus, je sais pas trop ce que ça apporte, à part oui, pour les happy few, de se dire « Ah, moi j'ai compris telle ou telle chose. Bon, pourquoi pas, mais bon, moi je trouve ça dommage qu'on en vienne là, que la seule appréciation du texte revienne à connaître les références, bof. Et puis ça joue aussi sur une prétention un peu poétique et bon, moi je trouvais que voilà, la poésie sans silence, sans respiration, ça vaut pas grand-chose. Le lyrique, ça a besoin de place, quoi. Ça a besoin de souffler. Ça manquait de souffle, franchement, ça manquait de souffle. Enfin voilà, j'en suis pas ressortie très contente. Je sais que mes collègues ont aimé, moi beaucoup moins quand même. Je suis allée visiter aussi le centre Pompidou, que j'ai peu visité, et c'était très appréciable parce que ils font une action, alors je ne sais pas s'ils le font tous les jours ou si c'était à ce moment-là précis, mais ils proposent de vous prêter du matériel pour pouvoir recopier les œuvres du musée, et donc il y avait énormément de personnes assises avec des crayons de couleur, avec des grandes feuilles, avec grands pupitres à réaliser des copies des œuvres en place. Donc c'était vraiment remarquable. Il y a aussi l'exposition à ce moment-là. J'avais jamais vu en fait les photos que Pierre Bourdieu a prises de l'Algérie en temps de guerre. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça. C'est dans le deuxième... Enfin, c'est pas au deuxième étage, mais c'est le deuxième étage visitable, enfin, où il y a les expositions permanentes du musée, du centre Pompidou. Et je crois que je ne les avais jamais regardées, donc je vous invite vraiment à aller les chercher parce que c'est vraiment des images en noir et blanc qui sont très belles dans leur composition, mais aussi très émouvantes, très marquantes.
Donc je vous conseille d'aller voir ce bout-là qu'on pourrait louper. Et puis pour ce qui est des livres que j'ai lus dans cette période, eh bien j'y reviendrai dans une deuxième vidéo parce que là je pense que c'est déjà assez long. Et donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de faire de belles découvertes au mois de mars. Et puis moi je vous retrouve pour vous parler de mes lectures de ce début d'année très très vite.